Les ingénieux pédagogiques, trois passionnés de pédagogie qui cherchent à faire des ponts entre la théorie et la pratique. Je suis Alexandre Audette, un enseignant de 7e année dans une école francophone d'Ottawa. Je suis Éric Dionne, professeur en mesure et évaluation à l'Université d'Ottawa. Je suis Martin Parent, conseiller pédagogique dans un conseil scolaire francophone d'Ottawa. Nous sommes les ingénieux pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieux pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans nos écoles. Bonjour Martin. Bonjour Alex, ça va? Oui. Donc, excité encore cette semaine de décortiquer un article que tu as choisi cette fois-là. Malheureusement, Éric ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Donc, on espère qu'il va se joindre à nous bientôt. Mais est-ce que tu peux nous parler premièrement de l'article que tu as choisi pour nous cette semaine, puis que toi puis moi, on va discuter? Oui, c'est ça. Fait que mon article a été écrit par Paul Kirchner, qui est un chercheur, puis là, il vit dans les Pays-Bas en ce moment, mais c'est un fervent, justement, de la science de l'apprentissage. Puis l'article porte particulièrement sur les mythes. Lui appelle ça des Urban Legends in Education. Fait que... Des légendes urbaines en éducation. C'est ça, exactement. Puis son sous-titre, c'est Do students really know best? Donc, est-ce que les élèves savent vraiment ce qui est le mieux pour eux autres? Donc, il aborde trois grandes légendes urbaines. Donc, on va s'attaquer à ces trois légendes urbaines-là aujourd'hui. Puis oui, c'est ça. Donc, c'est un peu comme une recension des écrits, dans le fond, parce que lui, il n'a pas fait de la recherche sur le terrain pour cet article-là. Il va juste aller chercher dans qu'est-ce qui a déjà été écrit, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement une méta-analyse en tant que telle où est-ce qu'on va analyser statistiquement toutes les données de plusieurs recherches, mais c'est plutôt justement, comme tu dis, un recensement des écrits où est-ce qu'il va, lui, va aller chercher dans la littérature par rapport à un certain sujet. Par exemple, un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les styles d'apprentissage. Fait que lui, il a été chercher tout ça. Puis en fait, il se cite une couple de fois dans l'article. Si ça serait que lui qui se citerait, ben là, il y aurait peut-être des biais qui s'installeraient, mais je pense qu'il se cite peut-être une fois dans l'article. Fait qu'il a fait un peu de recherche à ce sujet-là, mais je pense qu'il a écrit plusieurs livres par la suite qui ressemblent un peu à cet article-ci, mais il voulait publier ça au niveau académique, là, cet article-là. Donc, juste pour clarifier certaines choses, donc là, on parle de légende urbaine en éducation. Puis dès le début, il va définir qu'est-ce qu'il entend par légende urbaine. Il dit qu'une légende urbaine en éducation, c'est une croyance populaire qui est généralement très répandue dans le monde de l'éducation, mais qui n'est pas vraiment supportée par la recherche. Donc, est-ce que tu veux nous présenter, nous parler de la première de ces légendes urbaines qu'ils discutent? Oui, puis en fait, avant de nous lancer dans la première légende urbaine, je vais commencer avec une citation du texte qui m'a beaucoup parlé. Puis en fait, c'est sur la première page, premier paragraphe. Puis je pense que ça nous met un peu dans l'esprit de cet article-ci, puis un peu de où est-ce qu'il vient. Justement, je t'en parlais, Alex, avant le podcast, avant qu'on clique le bouton enregistrer. Je te disais que j'ai eu la chance de voir l'auteur en webinaire il y a quelques semaines. Puis il est pas mal intense, tu sais, il est passionné de ce sujet-là. Puis lui, ce qu'il veut vraiment, c'est apporter la science de l'apprentissage, la science de l'enseignement dans le monde de l'éducation, puis qu'on arrête un peu de parler de ces mythes-là. Fait que je vais vous lire la citation. We hear many claims as to what is wrong with education, what is needed to correct those wrongs, and why
this is the case. Many of the claims, regrettably, are based on the belief rather than science, and we have become tenacious urban legends. Donc, euh, donc justement, on fait des énoncés par rapport à certaines choses, puis ça se fait passer de génération d'enseignants à génération d'enseignants. Puis c'est basé sur des croyances et c'est pas basé sur des données puis de la science, de l'apprentissage. Fait que justement, il vient s'attaquer à ces trois sujets-là. Donc, le premier sujet, ou la première légende urbaine, c'est les élèves comme étant des natifs numériques. Donc, il sort un peu cette idée-là à cause qu'on voit nos élèves en train d'étudier parfois ou en train de faire un travail, puis ils sont en train de, tu sais, ils ont une petite conversation avec un ami. Il y a un texto qui arrive sur leur téléphone, puis en même temps, il y a un ordinateur d'ouvert avec un vidéo YouTube qui joue tout en même temps. Puis on se dit, wow, ces élèves-là sont vraiment bons. Ils sont vraiment des multitaskers, ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Mais ça doit être à cause qu'ils sont nés dans cette ère numérique-là. Puis c'est des choses qu'on se dit, puis on dit, eux autres sont bons. Moi, je suis un vieux de la vieille. Je ne suis pas capable de faire ce genre de choses-là. Ben, nos élèves, là, sont vraiment faits différemment. Puis Paul Kirchner, dans cet article-ci, il parle même de certains livres qui ont été publiés où est-ce que on parle de cerveaux qui se sont adaptés. Les nouvelles générations, ils ont un différent cerveau que le nôtre, puis ils sont vraiment capables de faire toutes ces choses-là en même temps, puis d'être vraiment, vraiment efficaces. Puis il dit, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de science derrière ça. Oui, puis ça, c'est une chose qui revient souvent dans l'article. Comme Kirchner n'en parle pas tant, mais tu sais, on sent qu'il y a une couple de ces mythes-là en éducation qui sont un peu encouragés par tout le côté business de l'éducation, où est-ce que les compagnies qui vendent des manuels, les compagnies qui vendent des cahiers d'exercice, ils vont se servir justement de certains de ces mythes-là pour vendre du stuff. Puis justement, il y a des mots à la mode qui reviennent des fois, comme il y a un terme que j'aime vraiment. C'était des chercheurs qui avaient introduit ce terme-là. Ils disaient que la génération, c'était des Homo sapiens, donc comme ceux qui zappent tout le temps, là. Puis, c'est ça, il disait que c'est les jeunes qui passent des heures et des heures devant des écrans connectés. Donc, ils sont nés là-dedans, comme tu as dit. Donc, clairement, ils sont à un autre niveau que nous autres, les vieux. Quand Kirchner se met à citer la recherche et à regarder qu'est-ce qui se fait, comme tu as dit, c'est pas du tout ça qui arrive. Les apparences sont très trompeuses. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, justement, comment est-ce que Kirchner va un peu démonter ce mythe-là, que les jeunes sont nés dans l'ère du numérique, donc qui sont bons là-dedans? Oui, bien, il le fait pas mal de deux manières. Fait que la première façon, c'est c'est une première petite croyance qui se rattache à la grande légende urbaine. Puis cette croyance-là, c'est que les enfants développent d'eux-mêmes, sans vraiment être enseignés comment faire les compétences nécessaires pour faire de la recherche sur l'Internet. Puis ils peuvent vraiment apprendre par expérience sur l'Internet en découvrant différents sites web, etc. Ils s'auto-régulent, ils s'auto-organisent. Et puis même au niveau personnel, je me rappelle dans mes premières années d'enseignement, tu es devant une classe au secondaire, puis tu te dis, ils devraient le savoir comment naviguer le web. Ils sont nés là-dedans. Mais en fait, ce que la recherche nous démontre, c'est que les élèves ont vraiment une compréhension limitée des sites web et des applications qu'ils utilisent. Puis en fait, puis on voit sa passion ressortir. Il va jusqu'à les appeler des papillons.
sais, il parle du défaut papillon. Puis, tu sais, il y a de la recherche qui a été écrite là-dessus par rapport à ça. Ben, justement, que les élèves sont un peu comme des papillons qui battent leurs ailes puis qui flottent d'une application à une autre, d'un site web à un autre, sans vraiment réfléchir profondément aux fonctions de ces sites web-là, puis de ces applications-là, puis même de l'information qui leur est présentée. Puis là, nous autres, on est là, puis on leur demande de, je ne sais pas, faire une bibliographie. On demande des sources crédibles dans nos cours. On demande de faire une bonne recherche Internet. Est-ce qu'ils savent c'est quoi les mots-clés à utiliser? Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi un engin de recherche puis comment ça fonctionne? Puis, dans le fond, la recherche démontre que même les étudiants universitaires qui viennent de cette génération-là, euh, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Tu sais, on croit vraiment qu'ils sont, qu'ils sont très bons, mais dans le fond, on ne leur enseigne pas, puis dans le fond, ils n'apprennent pas nécessairement. Donc, la conclusion de ça, c'est qu'on doit vraiment les enseigner de manière explicite, ces compétences-là. Oui, tu sais, tu parles des compétences de recherche, mais les, il citait voyons, des recherches Kirchner citait des recherches qui disaient que mais les jeunes utilisaient la technologie, oui, mais ils l'utilisaient voyons, à un niveau assez de base. Tu sais, si on reprend le modèle sommaire, là, où est-ce qu'on commence avec la substitution, ensuite l'augmentation, ensuite modification, redéfinition, bien, les élèves utilisaient la technologie surtout pour substituer. Dans le fond, on utilise le numérique pour faire à peu près la même chose qu'on ferait avec du papier, mais ils le font avec leur numérique. Puis ils ne vont pas vraiment plus loin là-dedans. Donc, c'est un mythe qu'ils utilisent la technologie mieux ou plus. Puis c'est ça, tu disais, il t'a mentionné que justement, ils ont fait, il citait une étude où est-ce qu'on a pris des étudiants à l'université qui étudiaient pour devenir enseignants. Puis c'était des étudiants qui étaient nés dans les années 84 à 89. Donc, je pense qu'ils appellent même la génération de l'Internet, là, parce que ces jeunes-là ont grandi avec l'Internet. Puis, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'ils ont trouvé par rapport à ces jeunes futurs enseignants-là. Oui, bien, justement, fait qu'il parlait des nouveaux enseignants puis des stagiaires en enseignement, puis il disait, OK, ben, on voit ces stagiaires rentrer là, puis on a peut-être déjà eu l'expérience, tu sais, OK, on a du nouveau sang qui rentre dans l'éducation. Ils vont nous arriver avec plein d'outils technologiques avec des implications profondes pour notre pédagogie. Puis dans le fond, comme un peu nos papillons qu'on parlait il y a quelques minutes, c'était un peu la même chose. Fait qu'on sautait d'une application à une autre sans vraiment avoir une compréhension profonde de la puissance pédagogique de l'outil ou de l'application du site web. Puis c'était un peu les mêmes conclusions. Puis il revenait dans différents contextes. Puis c'est encore plus puissant quand on parle des enseignants. Là, non seulement les élèves ont ce défi-là, mais même des nouveaux enseignants ont un peu les mêmes défis. Pourquoi? À cause que on sous-entend qu'ils ont cette compétence-là de vraiment naviguer ce site web-là ou cette application-là. Puis, on ne devrait pas sous-entendre ceci. Ce n'est pas implicite. On devrait l'enseigner de manière explicite. Puis, juste à cause qu'ils sont nés en 90, en 95, peu importe, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont compétents à naviguer tous ces outils-là. Oui, parce que, tu sais, dans nos classes, là, on voit les élèves, dans les écoles, les élèves ont tous leur téléphone dans les mains tout le temps, aussitôt qu'ils sortent de classe. Puis là, ils font des stories sur Instagram, ils font des Snapchat, ils font des TikTok, ils sont super habiles avec leur téléphone. Puis là, après ça, tu leur demandes de faire un travail dans Google Doc, puis ils te demandent, Monsieur, comment est-ce qu'on fait pour mettre le texte en gras dans notre texte? Comme,
des choses de base, OK? Puis, ben, ils ne savent pas. Puis, parce qu'on on leur a jamais montré. Donc, c'est là qu'on voit que, oui, ils ont des habiletés dans le numérique, mais c'est limité, puis c'est pas quelque chose qui se traduit vraiment vers une amélioration de leur apprentissage. Parce que, comme tu disais tantôt, les petits papillons qui cliquent partout, des fois, ils en viennent à oublier qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Puis ils font juste continuer à cliquer sur des affaires, puis c'est ça, ils tournent en rond, puis finalement, ben, ils apprennent pas grand-chose. Parce qu'il y a trop d'informations, puis ils ne savent pas comment euh, gérer cette information-là qu'ils trouvent sur Internet, comment faire le ménage là-dedans, comment aller soutirer les informations qu'ils ont besoin. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui doivent être enseignées, même à ces nouvelles générations-là. Là. Puis justement, comme j'y réfléchis un petit peu, puis ce que je me dis, c'est que ça a différentes fonctions aussi. Tu sais, quand ils naviguent le web ou des applications, tu sais, que ce soit sur Snapchat, Instagram, peu importe, TikTok, c'est pour une différente fonction. Fait que là, eux autres sont là pour se divertir ou pour parler à des amis. Fait que c'est vraiment ces fonctions-là de base. Ils n'ont pas besoin de plus, puis ils n'ont pas besoin de chercher plus, ils n'ont pas besoin d'aller chercher de l'information. Mais nous autres, en tant qu'enseignants, puis en tant que société, vraiment, on regarde puis on dit, ils sont tout le temps branchés à leur téléphone, sont tout le temps branchés à ces applications-là. Donc, on assume qu'ils devraient savoir justement toutes ces techniques-là pour différents programmes. Puis dans le fond, c'est pas vraiment, tu sais, comme peut-être ils n'utilisent pas tant Google Doc ou Word ou peu importe. Puis c'est juste nous autres qui assument. Puis même des fois, eux autres, ils assument. Ils disent, ah oui, moi, je suis bon avec les ordinateurs. Puis peut-être pas pour toutes. Puis peut-être ça a besoin d'être enseigné de manière explicite. Oui. Oui, parce que c'est ça, c'est une utilisation unidimensionnelle, comme tu le dis, ils utilisent ça pour se divertir. Il y a quelques années, dans mes classes, j'enseignais en huitième année, fait que secondaire 2. Puis j'avais dit à mes élèves, ben, tu sais, je sais que votre compte Instagram, là, c'est sacré pour vous autres, puis tu l'utilises pour ton réseau social, là, à toi. Mais j'ai dit, créez-vous un compte Twitter, puis utilisez-le pour faire de la recherche. Si tu as un travail à faire à l'école, là, ben, va sur Twitter, demande des questions avec des hashtags, puis le monde va te répondre. Puis, il y a une couple d'élèves qui l'ont fait, puis ils étaient tellement emballés comme Oh my God, monsieur, il y a quelqu'un qui m'a répondu à ma question, puis ils m'ont donné plein de. Ben, oui, c'est comme ça que ça marche aussi, les réseaux sociaux. Tu sais, oui, tu peux divertir, mais tu peux aussi aller. Moi, je leur disais, tu sais, sur les réseaux sociaux, là, tu vas trouver 50 000 enseignants. Moi, je suis tout seul dans la classe. Là. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu peux en trouver des dizaines de milliers d'enseignants à travers le monde qui sont peut-être pas mal mieux placés que moi pour t'apprendre certaines choses. Puis tu vas trouver des spécialistes dans différents domaines. Donc, si on ne les amène pas justement à voir au-delà de la story Instagram, ben justement, on manque une opportunité de les éduquer face à l'utilisation du numérique. Tu sais. Oui, puis j'avais même pas pensé à cet exemple-là, Alex. Comme, je veux dire, nous autres, les ingénieurs pédagogiques, on s'est rencontrés où? Sur Twitter. Fait que, Ouais. justement, ben, je veux dire, Alex et moi, on s'est rencontrés à l'école, on a travaillé ensemble, mais Eric, tu sais, c'était par l'entremise de plusieurs moyens, mais un de ces moyens-là, pour moi, en tout cas, c'était sur Twitter. Fait que, justement, je suis dans le mode de rédaction d'une qualification additionnelle. Fait que je suis en train d'écrire le programme pour des enseignants qui veulent prendre un cours. Puis dans un de mes projets, je demande, ils lisent des articles de recherche, puis je demande aux étudiants universitaires euh, de mettre un post sur Twitter avec le chercheur en question dans leur tweet, dans leur gazouille. Fait que là, on commence à créer des conversations entre enseignants et chercheurs. Puis c'est une belle plateforme, mais on ne la connaît pas si on ne se fait pas enseigner de manière explicite. Fait que super beau lien. Puis ça me fait beaucoup. Ça vient me chercher quand tu parles du modèle Sammer. Puis comme, hey, comme combien, tu sais, combien de fois est-ce qu'on changerait notre façon de faire si on penserait à ce modèle Sammer-là? Tu sais, comme
est-ce qu'on est vraiment juste en train de substituer un papier-crayon pour quelque chose d'autre ou est-ce qu'on est vraiment en train de transformer notre salle de classe pour aller augmenter l'apprentissage dans nos salles de classe? Oui, oui. Puis, donc, si on continue un peu avec les apprenants du numérique, une chose qui m'a vraiment fait sourire, c'est quand il a parlé de les multitaskers, donc ceux que nos élèves maintenant sont capables de faire des multiples tâches en même temps. Donc, qui ont des cerveaux tellement évolués que c'est ça, ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu d'où ça vient puis comment est-ce que c'est pas vrai finalement? Ouais, ouais, c'est ça. Donc, puis on le sait, comme je veux dire, en tant qu'adulte en pandémie, surtout comme plusieurs d'entre nous, on a dû enseigner au virtuel. Fait qu'on a peut-être déjà été dans des rencontres justement où est-ce qu'on avait une autre fenêtre d'ouverte. Puis, tu sais, la tentation est là, puis on va le regarder, puis on se dit que peut-être on écoute autant, mais voici la recherche, justement. Fait que, on a des assumptions par rapport à le fonctionnement du cerveau. Donc, il y a même dans la culture populaire, on se dit que les cerveaux de ces nouvelles générations-là sont différents. Même au niveau neuronal, ils ont une différente circuiterie. Ils sont capables de faire plusieurs tâches en même temps. Sont nés là-dedans, sont vraiment meilleurs. Puis, en fait, ce qu'on regarde en psychologie puis en neurosciences, c'est justement que le cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps, sauf si c'est un automatisme. Donc, par exemple, parler au téléphone puis marcher, ben marcher, c'est un automatisme. Puis en fait, quand tu regardes le cerveau qui marche, ben ça se fait au niveau de ta colonne vertébrale. Fait que c'est comme quasiment un réflexe, là. Quand une jambe lève, l'autre va suivre. Euh, Fait que c'est un automatisme, mais quand tu es en train de, par exemple, texter avec ton ami, puis en train de faire un problème d'algèbre, par exemple, bien là, ce n'est pas des automatismes. Puis ça demande à l'élève en question de traiter de l'information. Donc, que ce soit de son texto, tu sais, on lui pose une question en texto, bien, il doit regarder puis il doit faire du sens de ce qu'il lit. Puis en même temps, dans son problème d'algèbre, ben, il doit gérer toute cette information-là aussi. Donc, il doit jongler un peu cette information-là. Puis le cerveau ne fonctionne pas en divisant son attention en deux. Il va sauter d'une chose à l'autre. Oui. Donc, ça fait justement un traitement de l'information qui est un peu intermittent de cette façon-là. Donc, on saute un peu d'une chose à l'autre. Puis, en fait, il y a une tonne de recherches. Là, il la cite vraiment. Il y a plein de différentes situations où est-ce que ça a lieu, où est-ce que ça démontre que l'efficacité des apprenants diminue dans tout plein de différents contextes. Ça prend plus longtemps à apprendre quelque chose lorsque tu es distrait et puis tu es moins efficace pour un certain montant de temps. Donc, c'est plus difficile. Donc, en somme, ils sont peut-être mieux, sont plus rapides, sont plus habiles sur leur téléphone, donc ils vont texter plus vite, mais ça n'empêche pas qu'ils ne peuvent pas faire du multitasking. Oui, parce que ça revient, tu sais, si on veut simplifier ça, là, tu sais, dans le cerveau, là, il y a juste un tuyau pour ton attention, fait qu'il y a juste une chose qui peut rentrer dans ce tuyau-là, puis les autres sont bloqués. Puis tout ce que tu peux faire, c'est quand on pense qu'on est en train de faire du multitâche, ce qu'on fait, c'est qu'on change rapidement d'une tâche à l'autre. Puis à chaque fois que tu changes de tâche, ben, tu perds un petit peu d'information. Puis tu dépenses beaucoup d'énergie à devoir revenir à une tâche, puis ensuite tu switches à l'autre, puis là, oups, tu as perdu un peu d'informations, puis c'est très difficile de faire ça. Donc, c'est physiquement impossible de faire du multitâche. Puis, c'est un peu comme, tu sais, c'est comme si tu essaierais de jouer à deux jeux vidéo en même temps. Tu sais, quand tu joues un jeu vidéo, tu sais, OK, moi je suis vieux, là, mais dans le Nintendo, là, tu pouvais juste mettre
un jeu à la fois. Parce Une qu'il y avait cartouche, là, comme ouais. une cartouche, un jeu. Dans ton PlayStation, tu pouvais juste mettre un CD-ROM pour jouer parce qu'il y a juste une chose que tu peux faire à la fois. Ton cerveau, c'est la même chose. Donc, c'est ça. Donc, de penser que les jeunes sont des multitaskers, c'est absolument pas vrai. Puis ouais, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en classe justement pour éviter la tentation euh, de faire en sorte que les jeunes ne vont pas être tentés de faire d'autres choses quand on veut qu'ils fassent une chose spécifique. Dans le fond, on jongle des ressources cognitives. C'est comme ça qu'ils l'appellent dans l'article. Puis à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux jongler. Puis cette limite-là est beaucoup plus petite qu'on le pense. Puis il va citer justement tu sais, même des étudiants gradués. Fait que la recherche sur des étudiants gradués, des médecins euh, dans les emergency rooms, là, dans des salles d'urgence. Donc, ces médecins-là, si on. Tu sais, eux autres, ils doivent justement passer à travers une série d'étapes assez spécifiques lorsqu'un patient arrive, puis c'est urgent. Donc, ils doivent traiter beaucoup d'informations. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on mesurait la quantité de distractions dans ces salles d'urgence-là. Donc, si on venait lui dire une autre information pendant qu'il est en train de faire une étape, ben, ça comptait comme une distraction. Donc, le plus qu'il y avait de distractions, en fait, le plus qu'il y avait d'erreurs dans la salle d'urgence par ces médecins-là. De la même façon, des étudiants gradués qui sont en train d'étudier, puis qui se font envoyer un message sur Facebook Messenger ou quelque chose comme ça, un instant messaging, là. Ils se font envoyer un petit message. Ben, le plus de distractions qu'ils ont, le plus longtemps que ça prenait pour étudier, puis le moins efficace qu'ils étaient. Même chose avec des pilotes d'avion, des pharmaciens. Fait que vraiment, il va dans tous les contextes. Il va chercher de la recherche qui indique que, tu sais, ne serait-ce que, tu sais, quelqu'un qui vient parler au pilote 30 secondes, ça cause des grandes erreurs puisque, justement, il est en train de traiter plus d'informations dans son cerveau. Puis, on est moins efficace quand on traite plus d'informations. Ça devient distrayant. Oui. Puis j'ai le livre de Jared Cooney Horvath avec moi et il y a tout un chapitre dans son livre par rapport à multitasking. Puis il donne des pistes de qu'est-ce qu'il faut éviter euh, justement pour qu'en salle de classe, nos élèves ne soient pas portés à faire du multitasking. Par exemple, quelque chose d'aussi simple que, je ne sais pas moi, tu es un prof de maths, tu as mis une série de problèmes au tableau, puis pendant que tu expliques un concept, je ne sais pas moi, comment diviser une fraction, il y a 5 autres problèmes au tableau. Ça se peut qu'il y ait des élèves qui regardent juste les problèmes au tableau puis qui regardent pas, qui n'écoutent pas ce que tu es en train de dire. Ou quelque chose aussi simple que tu veux expliquer un nouveau projet, un nouveau travail, puis là, tu distribues les feuilles de route, les feuilles aux élèves, puis ensuite, vous lisez ensemble. Bien, il y a des fois que c'est peut-être mieux de ne pas donner les feuilles aux élèves, puis juste présenter l'information au tableau. Comme ça, les élèves ne seront pas portés à aller lire plus bas. Ah, c'est combien de pages ce projet-là? Ou non, tu vas suivre les étapes comme je suis en train d'expliquer. Fait que ça, c'est juste des petites choses qu'on peut faire en classe pour éviter la tentation que les élèves soient portés à faire du multitâche puis à perdre l'information. Oui, puis même dans des classes des salles de classe élémentaires, où est-ce que, tu sais, on met beaucoup de décorations pour attirer l'attention, puis justement, ça l'attire l'attention. Donc, il n'en parle pas nécessairement dans cet article-ci, mais en sciences cognitives, justement, c'est un des grands principes, c'est qu'on on veut pas créer des distractions pour l'apprenant. Donc, on veut que tout soit intentionnel dans notre salle de classe. Donc, peut-être qu'on va avoir des décorations pour attirer l'attention à quelque chose qui est important, mais peut-être que ça va être sur un certain mur. Puis là, quand on va enseigner nos leçons, puis on ne veut pas que ça soit dans la tête des élèves, bien, on va rediriger l'attention sur un autre mur avec un autre tableau, par exemple, dans notre salle de classe. Fait que tout a une fonction spécifique, puis on peut jouer avec ça en salle de classe. Puis on en avait parlé aussi dans un autre épisode des ingénieurs pédagogiques précédents.
on avait parlé justement des élèves qui essaient de lire en même temps que tu enseignes. Tu sais, monsieur, ça m'aide de lire pendant que tu enseignes. Fait qu'ici, ils sont distraits, ils ne sont pas en train d'écouter à ta leçon, puis en fait, ils sont en train de jongler avec trop de ressources cognitives, puis ça déborde, puis c'est pas efficace. Oui, parce que ça, c'est une autre chose que Jared Cooney Horvath parle dans son livre. Son livre s'appelle Stop Talking, Start Influencing. Puis ça, il dit que lorsque tu lis, ben, tu entends une voix dans ta tête. Tu lis dans ta tête, fait que c'est comme tu entends une voix dans ta tête. Puis quand quelqu'un te parle, c'est une autre voix. Tu peux entendre deux choses en même temps, mais tu peux juste en, en assimiler une à la fois parce que c'est comme si, encore une fois, s'il y avait juste un tuyau pour analyser l'information qui rentre. Donc, il y en a une qui est forcément bloquée. Fait que tu peux pas écouter le prof puis lire en même temps. C'est deux stimuli puis ça ne marche pas. Tu sais. Mhm. Ouais. Donc, si on passait au prochain, qui était les styles d'apprentissage. Et ça, on en a entendu parler. Quand j'ai commencé ma carrière en enseignement dans les débuts des années 2000, c'était la grosse affaire. On parlait des styles d'apprentissage durant les journées pédagogiques. Je me souviens même que tous les profs, on avait passé des tests pour voir c'était quoi nos styles d'apprentissage, puis c'était la grosse affaire. Mais on se rend compte maintenant que c'est peut-être pas aussi bon qu'on aurait pu penser que ça l'était. Oui, c'est. Ouais, quand j'ai commencé. Mais c'est une des choses qui m'a attiré à l'article en tant que tel, c'était ce sujet-là. Mais comme tu le dis, c'est tellement prédominant dans notre culture de parler des styles d'apprentissage. Puis même hier, j'étais dans une rencontre un moment donné, puis tu sais, moi, moi, je suis uniquement visuel. Puis j'apprends de cette façon-là. Puis tu sais, c'est difficile à avoir une discussion par rapport à ça, à cause c'est tellement ancré dans notre culture de l'éducation, puis même dans notre culture populaire aussi. Donc, Paul Kirchner, l'auteur de l'article, il vient justement s'attaquer à ça, puis tu sais, il présente beaucoup de recherches. Donc, il commence avec 3 ou 4 problèmes qu'il voit avec Mais, les styles d'apprentissage. Oui. mais juste avant d'aller plus loin, il faudrait mentionner que ce qu'on entend par les styles d'apprentissage, c'est qu'il y avait tout un mouvement, comme j'ai dit tout à l'heure, où est-ce qu'on identifiait nos styles d'apprentissage, comme le logico-mathématique, le style kinesthésique, etc. Puis il y en avait plein. Puis c'était l'idée qu'en sachant quel style d'apprenant nos élèves étaient, on pouvait ensuite adapter nos stratégies d'enseignement pour ces élèves-là. Ce qui, à première vue, peut sembler tout à fait logique et on se dit, ben hey, oui, pourquoi on n'a pas pensé à ça avant? Mais là, c'est ça. Et Kirchner va nous citer des recherches pour nous montrer un peu les failles dans cette manière de penser-là. Oui, puis c'est un bon point que tu apportes, Alex. C'est justement ça, c'est que ça semble bien, puis c'est bien intentionné. Tu sais, on a une bonne intention derrière ça quand tu sais, on dit, ben nos élèves semblent apprendre mieux. Ben, s'ils nous disent, puis souvent c'est dit, là, monsieur, madame, moi je suis plus visuel. OK, mais je vais te faire un dessin. Tu sais. Je vais te faire, on va vraiment écrire des mots au tableau, puis on va travailler là-dessus. Puis, tu sais, évidemment, ça semble bien. On a une préférence en tant qu'élève vers ça. Fait que là, on va aller avec la préférence de l'élève. Puis, tu sais, c'est tellement ancré dans notre culture populaire que c'est tentant en tant qu'enseignant de juste dire oui, absolument, je vais faire ceci. Puis, c'est un peu ça son point avec l'article, c'est qu'on doit se baser sur des données. Qu'est-ce que la recherche nous démontre? Fait que le premier problème qu'il voit avec ça, là, c'est qu'on ne fit pas nécessairement dans un pigeonnier ou dans un casier. Lui, il appelle ça des pigeonholes.
nos élèves ne fit pas dans ces pigeonholes-là. Comme c'est pas juste, on n'a pas juste un style d'apprentissage nécessairement. On n'apprend pas nécessairement juste de une façon. Donc, Oui, on a des différences graduelles ici. ouais, parce que l'apprentissage, c'est quelque chose de tellement complexe, puis de juste euh, comme ramener ça à dire que toi, tu es un apprenant kinesthésique ou logico-mathématique, on manque pas mal d'informations, là. Ça, c'est une des premières failles, comme tu as dit. Euh, ouais, on voit tout de suite que c'est un peu shaky comme prémisse, là. Oui, oui. Puis souvent, on ne prend pas le temps d'y réfléchir nécessairement à cause que c'est tellement ancré dans notre culture, là, tu sais. On va juste, we just go with the flow, euh, Ouais. comme l'expression le dit. Puis, tu sais, c'est à un certain moment, on paye ses breaks, tu sais, puis on dit, oh, OK, non, non, il y a peut-être des failles. Euh, puis justement, on avait parlé dans les dernières quelques minutes de on apprend quand on traite de l'information. Puis si on veut un apprentissage profond puis durable, ben, il faut traiter l'information profondément puis de manière durable. Puis euh, si on fait juste, par exemple, présenter de manière euh, visuelle ou kinesthétique, puis on va vraiment avec seulement un mode, un style, si on veut bien, ben, on est en train de traiter l'information d'une seule façon. Puis il y a beaucoup de recherches qui ressortent, puis en mathématiques, on parle beaucoup du chercheur Van de Waal, qui justement parle des représentations mathématiques, donc l'élève qui doit jouer avec du matériel de manipulation, donc le kinesthétique, des symboles mathématiques, le parler, tu sais, en parler dans des situations de la vie de tous les jours. Euh, aussi d'écrire des équations. Donc, faire des dessins, c'est toutes des différentes représentations. Donc, c'est toutes des différentes portes d'entrée pour traiter de l'information de différentes façons. Puis, c'est seulement lorsque on traite l'information de toutes ces différentes facettes-là qu'on arrive à avoir un apprentissage profond. Souvent en mathématiques, même au secondaire, on va présenter un problème, puis l'élève va peut-être apprendre certaines procédures par cœur. Puis il dit ah, monsieur, moi, je suis très. Tu sais, c'était quoi le mot que tu avais utilisé mathématique, là? Logico-mathématique. Moi, je suis style logico-mathématique. Puis là, tu présentes, ben, tu dis OK, ben, pourrais-tu me présenter ce concept mathématique-là avec ce matériel de manipulation? Si tu comprends profondément les mathématiques derrière, tu devrais être capable peut-être de me le représenter de cette façon-là. Puis, moi, c'est pas comme ça que je pense, tu sais. Mais on voit différentes facettes, puis on comprend mieux le concept quand on peut le présenter de différentes façons. On le sait en tant qu'enseignant. Ouais. Donc, c'est le premier problème ici que Kirchner nous présente. Ouais. Puis, puis le deuxième problème, ce sont justement les tests qu'on utilise pour déterminer les styles d'apprenants. Dans ces tests-là, c'est surtout des tests qui sont auto-reportés. Donc, on remplit un questionnaire de, je ne sais pas, 25, 30, 50, 100 questions. Puis il y a bien des questions qui reviennent. Puis c'est nous qui identifie un peu nos préférences puis nos choses comme ça. Puis ça, il nous dit que c'est pas super fiable, ça. Non, c'est pas super fiable. Puis il fait souvent l'analogie de la nourriture. Ouais. Donc, il dit si tu demandes les préférences des élèves par rapport à la nourriture, tu sais, qu'est-ce que tu préfères manger? Ben, on aimerait bien qu'ils disent qu'ils aiment manger des légumes, puis des fruits, puis des protéines santé. Mais dans le fond, ce qu'ils disent souvent, souvent c'est ben, j'aime manger des bonbons, puis des boissons gazeuses, puis etc., du junk. Fait que, tu sais, souvent, euh, ce qu'on préfère n'est pas nécessairement ce qui est mieux pour nous autres. Donc, Ouais. justement, ces mesures auto-reportées-là, ben,
il peut avoir une faille. Puis même quand on va avec des tests comme Myers-Briggs, des choses comme ça, ils sont pas très valides. Tu sais, il y a une certaine validité, mais pas vraiment, pas significative. Alors, Puis euh, il y a des problèmes, surtout ouais. parce qu'il mentionne dans l'article que si tu fais le test une fois, OK, puis là, si tu fais le test une couple de semaines ou une couple de mois plus tard, les résultats ne seront peut-être pas les mêmes que tu as eu la première fois. Fait que, tu sais, les résultats ne sont pas constants pour une même personne. Fait que ça enlève un peu de validité à tous ces tests-là parce que si ça ne peut même pas être reproduit avec la même personne dans un intervalle de temps, on peut questionner ces résultats-là, justement. Puis, une autre chose qu'il apportait aussi, c'est le problème de le nombre tellement élevé de styles d'apprentissage. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de pas mal drôle parce qu'il disait que selon la recherche, il y a quelqu'un qui a fait justement une revue de tous les styles d'apprentissage répertoriés, puis ils en ont trouvé 71 styles d'apprentissage différents. Euh, donc, on voit que ça commence à être assez complexe, là, tu sais, quand 71 va m'emmener pour... Puis, c'est ça. Ben, comme, je m'imagine en salle de classe, puis là, tu sais, je sais pas, j'ai 28 élèves, il y a 28 styles différents. Puis en fait, c'est pas ce que la recherche démontre. La recherche démontre que oui, il y a une différenciation pédagogique à faire à cause il y a différents parcours d'apprentissage que certains élèves Oui, peuvent avoir. Puis on en a parlé un petit peu dans les épisodes précédents. Euh, mais n'empêche pas qu'il y a un nombre. Il n'y a pas 71, puis Kirchner va encore plus loin. On ressent encore sa passion. Il va encore plus loin, puis il dit, ben, tu sais, il y a 71 styles d'apprentissage, puis on pourrait même argumenter que, tu sais, il y a le style opposé qui n'est pas mentionné nécessairement. Fait que là, lui, il va dire qu'il y a peut-être le double de ça, ou peu importe. Fait que, bien, il dit, c'est ça, il dit, il pourra avoir une combinaison justement de styles d'apprentissage, 2 à la puissance 71, ce qui équivaut à plus de styles d'apprentissage qu'il y a d'habitants sur la Terre. Donc, ça veut dire que finalement, on a tous notre style unique, puis de catégoriser, d'essayer de nous mettre dans une petite boîte, ben ça ne marche pas. Parce que, tu sais, comme on voit que ça ne tient pas la route, justement, parce qu'il y a tellement de styles d'apprentissage que ça finit qu'on a chacun le nôtre, puis ouais. ça revient à notre point de départ, où est-ce que l'apprentissage, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas juste se faire mettre dans une petite boîte avec une gang de personnes qui est pareille comme nous autres, là, tu sais, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc, ensuite, est-ce que tu voulais parler de l'élève comme étant auto-apprenant, le dernier des styles, le dernier des légendes urbaines? Oui, puis avant de rentrer là-dedans, juste un dernier mot par rapport au style d'apprentissage. Tu sais, je sais pas, j'avais cette idée-là de nous autres dans des pigeonniers, puis ça, c'est, ça me fait réagir, là. Mais justement, il disait que peut-être que c'est à cause que c'est tellement complexe, puis il y a certains parcours d'apprentissage qui sont plus efficaces que d'autres, euh, que justement, des fois, il faut regarder à la tâche en tant que telle qu'on assigne aux élèves. Tu sais, par exemple, le côté mathématique, ben, est-ce qu'on veut juste avoir du auditif en mathématiques? Ben, en mathématiques, tu veux avoir justement, il y a des recherches qui démontrent que tu veux avoir beaucoup plus de représentations. Tu veux que les élèves jouent avec différentes représentations. Puis, tu sais, en sciences, par exemple, tu veux avoir un apprentissage kinesthétique à cause que les élèves doivent vraiment manipuler ces produits chimiques-là, etc. Ils doivent jouer. Il y a aussi la méthode scientifique derrière tout ça aussi. Fait il disait plutôt de regarder à peut-être une tâche ou peut-être un domaine en tant que tel, puis là, de regarder, OK, bien, c'est quoi les meilleures méthodes pour enseigner cette matière-là? Puis là, à ce moment-là, si on se concentre là-dessus, bien là, ensuite, on peut différencier notre pédagogie selon les besoins des élèves particuliers, mais qui sont basés sur de la recherche ou sur des vraies données, là, pas juste des styles d'apprentissage. Oui.
Non, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Ce qui nous apporte à la troisième légende urbaine. Puis je pense pas qu'on va passer énormément de temps là-dessus. Je pense, en fait, je veux dire, il présente plusieurs recherches là-dessus aussi, mais je pense que ben, de mon expérience, c'est un petit peu mieux acquis, ça, je pense, du moins dans mon milieu. Mais ici, c'est que les élèves peuvent s'auto-enseigner eux-mêmes. Donc, l'idée derrière ici, c'est que les connaissances qui sont sur l'Internet, donc on garde le thème du numérique ici, mais les connaissances qui sont sur l'Internet ou sur le web sont déjà toutes présentes là-bas. Donc, nous autres, notre rôle en tant qu'enseignants, c'est pas nécessairement d'enseigner ces connaissances-là, à cause que les élèves vont avoir accès à toutes ces connaissances-là de toute manière. Donc, les élèves peuvent juste s'aventurer, puis au besoin, aller choisir certaines informations. Puis nous autres, on doit juste tout simplement les guider, mais sans enseignement explicite. Oui. Puis ça, justement, il identifie aussi comment est-ce que, ben, ça revient un peu à notre premier point tout à l'heure, quand on parlait des élèves qui étaient des natifs du numérique, c'est que les élèves n'ont pas la capacité de chercher l'information, trouver qu'est-ce qu'ils ont besoin voyons, de digérer cette information-là en identifiant vraiment les informations qu'ils ont besoin, puis ensuite de faire une synthèse des informations avec une variété de sources. Ils n'ont pas ces habiletés-là, puis ça, faut qu'on l'apprenne à l'école, à comment gérer toute cette information-là qui se trouve sur Internet. Puis un autre point qui amène aussi que je trouve super intéressant, il dit, tu sais, les connaissances antérieures, ce que tu connais déjà sur un sujet, ben, c'est ça qui va déterminer qu'est-ce que tu vas comprendre. Fait que si tu n'en connais pas beaucoup sur un sujet, ben, tu vas aller cliquer sur Internet, mais tu n'en comprendras pas beaucoup plus sur Internet. Là, tu sais. Tu as volé mon punch, Alex. J'avais sûr. On pense de la même façon, tu sais. On a le même, on a le même style d'apprentissage. Ah Mais, oui, c'est ça. mais non, c'est. Puis quand j'ai vu Paul Kirchner il y a une couple de semaines, c'est comme une phrase qu'il a dit de manière répétitive. Il a dit s'il y a une chose qu'on peut retirer de la psychologie éducative ou la psychologie en éducation, c'est que la chose la plus importante pour l'apprentissage, c'est pas l'enseignement, c'est les connaissances antérieures de l'élève. On pourrait enseigner de la meilleure façon au monde un certain concept à des élèves, mais s'ils n'ont pas les connaissances antérieures pour faire des liens avec ce qu'on leur enseigne, ben, ils vont quand même être perdus. Ça va être quand même en silo. Puis, ils n'ont aucune façon de tisser des liens avec ce qu'on leur présente. Donc, l'importance de partir où est-ce qu'ils sont les élèves. Puis là, fait que là, on lance nos élèves sur des recherches Internet, puis on dit, ah, ben, le CC, comme en Ontario, on parle de CC, de connaissance et compréhension. Ben, le CC, là, ben, c'est moins important à cause que ils ont toute cette information-là à leur disposition. Donc, on veut se concentrer sur des compétences plus complexes, l'habileté de la pensée, etc. Mais dans le fond, si les élèves n'ont pas ces connaissances antérieures-là, ils ne vont pas pouvoir les manipuler pour réfléchir de manière complexe puis de penser critiquement par rapport à cette information-là. Donc, c'est important. L'enseignement explicite est toujours là. Puis oui, il y a une place pour une recherche, mais je pense un petit peu plus échafaudé, numéro un, puis numéro deux, avec peut-être de l'enseignement explicite ici aussi. Oui. Puis, il suggère justement des pistes vers la fin pour comment un peu contrer ces choses-là. Mais avant de passer à ça, ça m'a fait penser, j'ai déjà fait ces erreurs-là, pas plus tard que l'année passée même, où est-ce que je faisais faire une recherche à mes élèves. J'avais enseigné un petit peu quelques concepts de neurosciences en classe, puis ensuite, je les ai lancés dans une recherche en neurosciences, puis ça, c'était pas super. C'était vraiment...
C'était pas mal un flop. Là. Puis, ben écoute, c'était de ma faute. J'ai pas. Les élèves avaient une connaissance minimum. Puis, c'est un peu qu'est-ce qu'ils ont compris en faisant de la recherche. Moi, je leur avais trouvé plein de ressources. J'avais trouvé des sites web, des petits vidéos, des capsules, toutes sortes d'affaires. J'avais trouvé plein de ressources, mais ils étaient quand même pas capables d'assimiler toutes ces connaissances-là, puis toute cette matière-là, puis d'en faire quelque chose avec. J'ai des élèves qui avaient quand même réussi à faire des belles choses, mais la plupart, c'était pas super. Puis, ben, c'était de ma faute. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Tu sais. Fait on apprend tous les jours. Tu sais, des fois, on essaie d'innover, mais il faut quand même rester réaliste dans ce qu'on essaie de faire. Justement, dans les pistes de solutions qui abordent vers la fin, il mentionne que donner un portfolio, que les étudiants aient un portfolio numérique, mais qui soit toujours accompagné de sessions de coaching où est-ce qu'on rencontre les élèves puis pour leur donner des conseils explicites sur la manière de fonctionner, puis les prochaines étapes. Puis, donc, ça, il mentionne ça, puis je trouve ça super intéressant, justement, qui amène ce genre de solution-là. Oui, puis moi, je pense à, comme tu sais, on ne parle pas nécessairement d'évaluation dans cet épisode-ci, mais imagine si tu as un portfolio où est-ce que tu peux offrir de la rétroaction à tes élèves de manière continue. Puis, tu sais, eux autres sont en train de choisir peut-être certaines informations qu'ils choisissent de te présenter. Bien, ça, en soi, tu sais, c'est une preuve d'apprentissage à ce moment-là. Fait que tu peux la consigner et puis tu peux l'utiliser pour porter un jugement sur le niveau de l'élève. Donc, ça devient super intéressant, même dans un autre contexte, mais ça guide aussi l'élève dans son cheminement puis dans sa découverte. C'est pas une découverte, c'est pas un. Tu sais, ton expression par rapport à ben, tu apprends à nager en te faisant pitcher dans l'eau. Ouais. Je l'ai peut-être rajouté une couple de mots, mais c'est pas juste ça. Là, tu sais, on va t'échafauder ici, puis c'est beaucoup plus structuré ici. Oui. Ouais, donc, pour finir, les ponts à faire entre la théorie et la recherche. On a touché quelques-uns pendant qu'on jasait, mais juste pour faire un petit rappel, pour ce qui est de la première légende urbaine, les apprenants comme étant des natifs du numérique, donc qu'est-ce qu'on devrait rapporter dans notre salle de classe, selon toi? Donc, ici, on pourrait facilement dire ôter les distractions, mais je pense que, puis là, à différents niveaux, je pense que ça serait important d'expliquer aux élèves l'effet des distractions. Donc, ici, surtout au secondaire, mais même à l'élémentaire aussi, si on explique un peu qu'est-ce qui arrive quand que notre cerveau est distrait, bien, ça responsabilise l'élève un petit peu par rapport à ben, j'ai des choix à faire ici. Fait que ici, numéro un, expliquer l'effet des distractions, parler des exemples aussi. On pourrait même présenter les exemples on a présentés ici. Puis travailler avec les élèves pour justement changer ce comportement-là. Puis moi, je pense, on ne l'a même pas dit, mais je pensais qu'on était pour en parler un peu plus, mais les téléphones cellulaires, là, tu sais, c'est une distraction. Ton attention va être divisée. Fait que, tu sais, ne serait-ce que tourner le téléphone cellulaire sur la table, ben là, tu ne vois pas ton écran qui s'allume puis s'éteint. Puis on peut dire que tu sais, c'est sécurisant pour l'élève, mais en fin de compte, c'est une distraction. Et puis, l'élève va prendre plus de temps puis va être moins efficace pour son apprentissage. Fait que ça, c'est la première chose. Oui. Puis ensuite, ben, puis ça touche aussi en même temps à notre multitâche, où est-ce que c'est ça, ça va les empêcher de, s'il y a s'il y a une notification en plein milieu d'un cours, ben, c'est sûr qu'ils vont être tentés d'aller voir tout de suite. Là, tu sais. Donc, on n'est pas en train de dire que le numérique n'a pas sa place en salle de classe, mais chaque chose en son temps.
Oui, écoute, les cellulaires sont un outil incroyable dans les salles de classe s'ils sont bien utilisés, puis en temps opportun. Lorsque l'enseignant est en train d'expliquer, ben c'est juste pas le temps. Donc, ça, c'est pour les apprenants natifs du numérique, le multitâche. Pour les styles d'apprentissage, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on rapporte dans nos salles de classe? Wow! C'est un gros morceau, mais le pont que moi je fais, c'est les connaissances antérieures, puis la complexité de la tâche. C'est vraiment ça qui est important. Puis si on part de ça pour guider notre pédagogie puis nos stratégies pédagogiques, je pense que c'est beaucoup plus gagnant que partir des préférences des élèves puis des styles qui sont auto-rapportés ici. Donc, on devrait plutôt se baser sur ces connaissances antérieures-là, puis sur la pédagogie associée à la tâche demandée de l'élève. Oui, parce que c'est ça. C'est une ligne qui est très difficile à marcher des fois. Oui, on veut utiliser les intérêts des élèves, puis on veut dans la matière, dans la pédagogie, mais en même temps, on veut les amener ailleurs, puis on veut les aider justement à découvrir, puis à ne pas seulement rester dans une voie, là, tu sais. Fait que, oui, je pense que c'est avec essai-erreur, puis ça se peut que, ben, comme moi, puis mon exemple de projet en neurosciences, ça se peut que vous vous plantez, mais qu'il faut essayer des choses des fois, il faut se lancer. Puis donc, c'est ce qui nous amène à l'élève auto-apprenant, comme on vient de finir, on vient d'en parler. Je pense que, selon moi, ça serait vraiment d'aider l'élève à en venir qu'à être un apprenant de plus en plus autonome, mais il faut que ce soit vraiment adapté au niveau de maturité de l'élève. Il y a des élèves qui vont pouvoir peut-être en prendre un petit peu plus, d'autres élèves qui ont vraiment besoin d'être guidés, des élèves qui ont besoin que la tâche soit très morcelée pour eux autres, pour justement focusser leur attention sur des petites choses à la fois. Puis ça va. Puis petit à petit, je pense qu'on peut les amener, mais c'est un processus. Oui, puis c'est ça que tu es dans la même ligne de pensée que Paul Kirchner. Là, il mentionne dans sa conclusion que c'est pas que les élèves ne peuvent pas être autodidactes, là, auto-apprenants en fin de compte, c'est que il faut les apporter à cette place-là. Puis, il faut leur donner de plus en plus d'autonomie, mais de manière échafaudée à travers leur parcours d'apprentissage. Fait que là, nous autres, on est en train de dire un énoncé assez général, mais quand on arrive à l'université, puis au cégep ou peu importe, c'est important de travailler cette autonomie-là, puis même avant ça, au secondaire aussi, mais de manière graduelle. Puis il y avait une autre chose que j'avais oublié de mentionner, un autre pont, mais de traiter l'information, c'est pour les styles d'apprentissage, traiter l'information de plusieurs différentes façons, c'est important pour apprendre de manière profonde. Et aussi flexible, qu'on puisse utiliser la matière enseignée dans différents contextes par la suite. Donc, oui, je pense que ça conclut notre analyse de cet article-là de Paul Kirchner, qui est intitulé Paul Kirchner et de Jeroen van Meerenbouwer. On l'a oublié, mais c'est ça qu'on l'a oublié, on ne voulait pas dire son nom au début. Oui, il y a comme un petit peu trop de tréma dans son nom. Donc, c'est ça s'appelle Do Learners Really Know Best? Urban Legends in Education. Donc, merci d'avoir été des nôtres et on se reparle à la prochaine épisode des Ingénieux pédagogiques. Nous sommes les Ingénieux pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des Ingénieux pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.